Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Avant-propos. Nos démocraties sont en crise. Et cette crise est d'abord manifestement une crise de croissance. Par extension, par mondialisation de ses exigences et de ses principes, ce régime si vertueux, si bénéfique par ses fins, engendre passion et indécision, chaos et injustice ressentie. Le mal dont nous souffrons vient du corps politique. La démocratie somatise ses troubles, les valeurs se crispent et se raidissent sous les tensions des muscles et des nerfs d'une société inquiète. Les recours à la force, celle du verbe souvent, celle de l'appareil répressif parfois, se font plus pressants et nécessaires. Mais cette force est faible. Ces manifestations ne convainquent plus. Ces effets rhétoriques résonnent dans le vide d'opinions accaparées ailleurs. Par des voix plus imposantes, par des mots plus simplistes, par des idées plus courtes qui cheminent directement vers les points. Oui, la haine est là, palpable, oppressante, globale. Oui, la confiance s'est rompue. La digue est ouverte pour une protestation décomplexée, spontanée, libérée de ses carcans éthiques, de ses freins institués. L'exigence morale n'impose plus silence à des citoyens retombés dans l'adolescence d'un régime pourtant ancien, et qui veulent assassiner le père. Le pouvoir, figure paternelle et rassurante, est désormais pour ces démocrates en herbe un totem à renverser. Il est le centre de toutes les critiques, l'objet de tous les soupçons, de tous les procès en corruption et en incompétence. Tous ceux qui portent l'autorité, qui l'incarnent et la promeuvent, sont aujourd'hui, par une fatalité sans exception et une loi médiatique nouvellement advenue, objets de ces soupçons qui se dévoient nécessairement en irrespect et invectives diverses. La fracture est là, ouverte, douloureuse, entre le peuple et ses représentants, entre la masse des citoyens et leurs élites. Et ces souffrances expriment d'abord la poussée de besoins que l'organisme étatique ne peut plus assumer. Le métabolisme de nos institutions échoue à réguler ses échanges avec le milieu, à satisfaire les exigences d'un corps social de plus en plus en demande. C'est la crise d'un État-providence fragilisé par le haut, l'avènement d'instances européennes, d'un grand marché mondialisé, autant que par le bas, le poids politique des collectivités, l'appel à une démocratie plus directe, la nécessaire remise en cause du centralisme administratif. Les ressources budgétaires viennent à manquer, la plaie ouverte des déficits se creuse et se gangrène. Les articulations entre le centre et la périphérie se font difficultueuses, non sans contestation. Les influx nerveux passent moins aisément entre les administrations centrales et locales, entre gouvernants et gouvernés. Le doute gagne les esprits. L'État protecteur, figure tutélaire et omnisciente, incorruptible et infaillible, n'est plus dans les têtes avec cette même pureté. Et c'est bien cette extension des intérêts démocratiques à la vaste scène d'une coopération mondiale qui semble avoir au final déstabilisé l'équilibre d'une physiologie que nul n'imaginait si fragile. Ce qui s'exprime, ce qui remonte, de multiples provenances, c'est alors un sentiment rageur de perte et de dépossession de sa liberté de choix citoyen, de son identité culturelle, de ses droits acquis, de ses richesses et de ses savoir-faire. De sa souveraineté, enfin, au sens politique et existentiel de ce terme. L'État démocrate aux aspirations grandissantes et modestes à la fois, aux volontés de croissance démesurée à l'échelle de ses peuples, comptés pour lui-même, fragilise dangereusement ses membres qui ploient et se fissurent sous les tensions qu'il leur impose. Car il veut à la fois grandir et s'amenuiser, étendre son influence et restreindre ses pouvoirs. C'est là un objectif contradictoire et paradoxal pour une puissance publique qui fait advenir un marché, gère des flux et des ressources davantage que des citoyens et des projets. Les nerfs ne suivent plus, les cœurs n'irriguent plus cette folle course en avant qui se dilate et se contraint, en même temps et dans le même mouvement. Ces postures successives de flexion et d'extension épuisent et découragent. Le sang vient à manquer. Les muscles se raidissent sur l'une ou l'autre des attitudes, selon les idées en vogue, mais sans modifier cependant le geste balancier. L'air des sommets enivre alors. Il fait perdre le contact vivifiant du sol nourricier. Mais si le corps du régime manifeste les symptômes d'un mal en apparence incurable, l'esprit démocrate perdure et s'exprime avec une vigueur retrouvée. Tempétueux, éruptif, vindicatif, il emporte aujourd'hui avec lui toutes les certitudes passées, tous les repères pourtant patiemment posés sur une opinion jugée sous contrôle. Et la démocratie vivante, la démocratie éternelle réside en son fond, parle à travers sa voix, multiple et indécise, incertaine de ses actes et suspicieuse par principe.
Car ne l'oublions surtout pas, l'essence de la démocratie n'est autre que la liberté. Souffle vital, pure énergie, dynamique plus que substance, cette spiritualité est née dans la Grèce antique. Elle a parcouru de son courant impétueux toute notre histoire. Elle a qualifié l'identité même de notre Occident, davantage politiquement conçue que géographiquement constatée. À l'origine envisagée pour gérer des cités, elle étend aujourd'hui son emprise à l'échelle du monde. Trop vaste ambition ? Peut-être. Aspiration illégitime ? Certainement pas, tant elle constitue pour tout homme raisonnable la meilleure, l'unique offre politique respectueuse de notre condition. Née pour être libre, pour déployer cette liberté dans un ordre social calqué à la mesure de cette exigence, nous ne saurions vivre pleinement notre humanité autrement. L'esprit démocrate est tout-puissant, immortel contrairement aux institutions qu'il incarne transitoirement, parce qu'il procède justement de cette essence, et n'est mu par rien d'autre que par notre liberté. Il n'est ainsi la propriété d'aucun peuple, l'exclusif d'aucune culture. Il parle à chaque homme à propos d'une humanité de partage. Il défend pour chacun son droit inaliénable à devenir ce qu'il est. Mais cet esprit aujourd'hui doute, se tourmente et s'agite. Il brasse des idées sombres, fomente des pensées contraires. Il conteste. Il proteste. Il dénonce et suspecte universellement les pouvoirs et les buts, les moyens et les hommes. Il vacille sur ses principes, tremble sur sa base. Le socle sur lequel il est installé depuis tant de temps se fissure. Ses valeurs, ses sacro-saintes valeurs ne sont plus aussi signifiantes et audibles. Leur nom résonne parfois à vide, étant trop mobilisé en tous sens, trop manipulé à toute fin, trop souvent et trop désavoué par les actes. L'heure est grave, l'heure est au tragique d'une vérité perdue, d'un destin compromis, d'une voie incertaine. Qu'est réellement devenu, ici et maintenant, cet esprit démocrate ? Que nous est-il permis d'espérer à travers lui ? Il constitue à lui seul l'histoire des peuples, l'histoire de l'homme, la fin unique et exclusive de notre quête de bonheur. Pour l'heure, il s'agite sur son assise. Le régime qui le porte ne le conforte plus. Et ses idées vont en tous sens. Les pensées extrêmes, les visions noires et intolérantes qu'il avait pourtant si bien su résorber à ses origines renaissent en lui. Par essence et par destination universaliste, il se laisse gagner par les nationalismes. Épris de sa liberté, il appelle à davantage d'ordre et de répression. La crise de ces institutions engendre ainsi une crise d'identité inédite, une confusion des idées. Il importe donc tout particulièrement de saisir la gravité du moment, l'ampleur du malaise. Ces réflexions se donnent alors pour objectif de retrouver, comme le dit Alain, l'ordre de santé, qui court derrière les opinions libérées, de saisir les contournements et les expressions éparses de cet esprit civique en crise, d'en appréhender çà et là, au gré des événements, tel ou tel appel, tel ou tel signe. Il s'agit au final, de dénouer l'esprit, de le faire voyager, de le diviser avec précaution contre lui-même, de faire naître toute discussion de son propre fond et de sa propre recherche. Chapitre 1 : L'ombrageux esprit. Le peuple vaut mieux que ses maîtres. Une certaine condescendance est aujourd'hui de mise face à la montée des populismes et aux remises en cause ainsi exprimées des élites. Dans ce vaste mouvement des opinions qui a de quoi effrayer, les pouvoirs interpellés se claquent-mûrs et s'arc-boutent dans leur autosuffisance. Un tel raidissement est inquiétant, tant il est susceptible dans ses effets de radicaliser une fracture déjà vive. Car les critiques ne peuvent bien entendu, selon ce point de vue défensif, qu'être infondées. Pur produit d'une ignorance collective, d'une manipulation éhontée de démagogues profiteurs, elles véhiculent des préjugés, parlent une langue désormais mondiale du ressentiment et des frustrations, de la bêtise, en un mot, liée à la haine pure. Fangeuse association donc, qui n'atteindrait pas la pureté inaltérable d'un pouvoir certes parfois faillible, mais légitime dans ses grands objectifs. C'est la protestation des petites gens, de ceux qui à tort ou à raison ont le sentiment d'avoir moins et d'être moins. Cette représentation, cette explication simpliste, apaise et conforte des nantis injustement déstabilisés. Car il convient par-dessus tout de les restaurer dans leurs droits, de les rassurer dans leurs prérogatives, de confirmer la légitimité de leur supériorité de fait sur la masse indistincte de ce que l'on appelle le peuple, de toutes celles et ceux qui s'expriment aujourd'hui par la voie du populisme. Ainsi balayés,
La vindicte populaire n'est pas fondamentalement quelque chose de grave puisqu'elle n'affecte que la surface des réalités politiques, sans prise directe avec une quelconque forme de vérité. Insignifiante, sotte, mauvaise dans tous les sens de ce terme, elle ne ferait que souligner le trait d'une inégalité des jugements et des opinions, entre celles qui seraient éclairées et les autres, entre le raisonnable et les humeurs, entre le politiquement correct et les pires vilainies. Certes, cette appréciation est en partie exacte. Oui, il y a bien incontestablement une ligne sanitaire entre des opinions justes et des idées délétères, entre des représentations acceptables moralement et d'autres qui ne le sont pas. Mais si ce trait doit être suffisamment souligné pour rester visible de tous, il convient surtout de ne pas l'exagérer. Car au-delà de ces errances ponctuelles, le peuple vaut et vaudra toujours mieux que ses maîtres. Être démocrate, c'est inévitablement souscrire à ce principe qu'il convient aujourd'hui de rappeler et qu'il est sans doute nécessaire d'expliciter dans la tourmente actuelle des populismes. Ce qui éduque un peuple de citoyens, avant ses maîtres et ses experts de tous ordres qui sont supposés lui indiquer des prêts à penser, c'est d'abord son travail. Confronté quotidiennement à cette rude école de la réalité, face à la résistance des choses, chaque travailleur apprend. Il est placé dans la nécessité de s'imposer, de triompher des obstacles, de s'adapter aux multiples contraintes. Quelles que puissent être les activités entreprises, partout et toujours règne la même règle. Cette exigence commune fait toute la difficulté et la grandeur de la vie sociale. Elle forge une collectivité dans l'objectif partagé de produire ensemble, de construire ensemble, de gérer et de vivre ensemble. L'administration, l'autorité instituée, n'étant vis-à-vis de cette réalité inaugurale du travail que secondaire dans l'ordre vital. Elle constitue l'artifice essentiel cependant qu'une société d'hommes libres se donne à elle-même, et ce d'abord pour garantir cette liberté de départ des excès d'un pouvoir arbitraire. La démocratie cimente donc la République. Le régime politique orchestre l'ordre social. Mais c'est d'abord à seule fin de préserver cet ordre de toute mainmise des pouvoirs. Le travail, comme le dit Alain, quand il s'exerce sur les choses, exige la précision de la conscience. Nulle possibilité de mentir ou de biaiser, de falsifier ou de contourner les lois du réel. Le principe de réalité ne se négocie pas, n'admet ni approximation ni inexactitude. C'est pour cette raison, du fait de cette pesanteur matérielle qui forge le jugement, qu'il y a toujours une part de vérité dans l'opinion populaire, toujours une authenticité dans son verdict. Bien évidemment, elle peut se fourvoyer, être capable d'excès et de passion. Mais ces errements sont toujours l'effet induit de vérités agissantes. C'est là l'expression du débordement des choses dans les passions individuelles, des contrariétés du monde face aux volontés des hommes. Et au fond de toute humeur on trouvera toujours invariablement un élément brut du réel qui dit quelque chose d'essentiel, quelque chose de matériellement agissant, d'incontestablement vrai. Le plus grand tort des élites est la plupart du temps de ne pas savoir appréhender cette remontée de force brute, étant elle-même trop polissée, trop éloignée de ce contact avec les choses qu'elle devine au mieux à travers les gens. On ne voit toujours que la subjectivité des opinions populistes, comme pour mieux la mépriser. Or la vérité n'est pas à rechercher au-delà de ces jugements, mais bien en deçà, dans la pesanteur des faits, dans la froide réalité de la matière à informer. Cette estimation doit donc être élémentaire au sens exact de ce terme. La difficulté est qu'ici on rajoute toujours du subjectif à du subjectif. On appréhende émotionnellement des émotions, on plaque une opinion sur une autre. L'esprit s'emballe, s'égare, prétend s'élever alors qu'il s'abaisse. Car on ne peut élever une humeur populaire. Il convient au contraire de la faire redescendre afin de mieux saisir son origine, de mieux cerner sa cause première. Chercher les choses toujours et partout, derrière les passions tristes. Chercher en langage imagé, le caillou dans la chaussure, le grain de sable dans la pensée qui annonce. Dénoncer moralement le populisme est donc bien la pire des erreurs politiques. Car un tel jugement ne fait que renforcer le mal qui n'est qu'un mal second. Il vaudrait bien mieux en intégrer les prémices afin d'en désactiver les conséquences. Ici comme ailleurs, il ne faut pas s'arrêter aux effets mais remonter à la cause. Ignorer la forme pour concevoir le fond. On connaît le mot de Victor Hugo. La forme, c'est toujours le fond qui remonte à la surface. Rien n'est plus vrai en ce qui concerne les opinions populaires. Il y a en chacune un fond de réalité,
une part sombre et élémentaire de vérité brute. Le mécontentement, les humeurs ne sont alors que l'écume blanchie d'une vague plus sombre, aux teintes plus opaques à des évidences immédiates. Oui, en ce sens, le peuple est bien comme le dit Alain, juge de toute sainteté. Il est l'authentique arbitre du combat quotidien que l'homme livre à la réalité des choses et à la nécessité du monde. Puissent les élites s'en souvenir et rabattre quelque peu leur morgue. Sur la tolérance. La tolérance est une vertu, une disposition d'esprit qui nécessite par elle-même ampleur et profondeur minimale de jugement. Car le propre d'un homme tolérant est de faire cohabiter en lui-même le pour et le contre, la thèse et l'antithèse, sans s'autoriser à trancher de manière absolue, tout en se réservant cependant le droit de préférer un argumentaire à un autre. Ce sens de la mesure, ce goût des nuances est un art autant qu'une science. Il présuppose distance et retenue, suspension raisonnable des convictions et refus de tout parti pris. C'est l'hygiène sceptique d'un Montaigne, la grandeur d'un jugement qui se sait petit, la hauteur de vue d'une pensée qui se comprend elle-même dans la subjectivité de toute estimation. La culture est alors la condition, l'attribut nécessaire de toute forme de tolérance. Car seule la culture rend possible cet élargissement des idées, cette coexistence rationnelle des contraires où chaque assertion, chaque point de vue sur le réel se confronte pacifiquement à ses objections, se frotte à ses critiques. La culture n'est rien d'autre que le savant registre de ces conversations entre grands esprits, le récit des oppositions formulées et élégamment restituées. Leçon de pacifisme autant que d'intelligence, ce commerce des idées élève les sens avec les goûts, éduque la réflexion par la relativisation de toute vérité de raison. L'amplitude des connaissances allège ainsi, paradoxalement, le bel esprit. Beaucoup de cultures délestent de toute pesanteur dogmatique. Trop peu, à l'inverse, pèsent sur le discernement et empêchent toute clairvoyance. Le fanatique est d'abord celui qui s'englue dans des vérités simples et singulières, dépourvues de toute contradiction raisonnable. Clarté trompeuse et sans nuance des idées, l'esprit adhère et se cramponne indistinctement, béatement, rageusement. Et cette rage de croire est la marque distinctive d'une pensée qui abdique. À l'inverse, il ne faut pas craindre de se contredire, il ne faut pas fuir le doute et la confrontation. L'esprit, par essence autant que par destination, est mouvement. La pensée est aérienne, elle suit la volatilité des choses que viennent éclairer différemment les contextes et les situations, les hommes qui les incarnent et les réalités qui les portent. Rien pour nous et à travers nous ne peut être estimé vrai définitivement. L'arrêt signe la mort de la pensée. Adhérer, c'est renoncer à penser, croire, c'est refuser de penser. Le fanatique est le contraire du penseur. Il est immobile dans ses bottes, figé comme un piquet dans un sol fangeux. Mais ce terrain est glissant, toujours meuble et poreux aux idées nauséeuses, inapte aussi à recevoir le pas assuré du marcheur sain d'esprit. Là ne s'aventure pas le penseur authentique. Il préfère quant à lui les terres plus fertiles, les horizons lumineux et dégagés par lesquels l'intelligence s'élève et se révèle à elle-même. Se voir soi-même comme un autre, faire saillir l'altérité en soi-même, telles sont les prédispositions intérieures à l'exercice de la pensée. Platon les exprimait d'une belle formule, penser, c'est dialoguer avec soi-même. Il n'y a donc pas de distinction entre la pensée et la tolérance. La tolérance n'est que le signe, l'attribut nécessaire de toute pensée en acte. Et la distance est grande en revanche, entre d'une part cette belle dualité, intime et de raison, vertueuse et pacifique, et d'autre part cette guerre ouverte que le fanatisme déclare à toute différence. Car le fanatisme est d'abord cela, un état de guerre livré par une pensée exclusive à l'encontre de toute autre forme de pensée. Le mouvement de cet esprit fanatique est circulaire, il cherche des signes et génère de l'uniformité. En toute chose il ne voit qu'une seule, en toute idée qu'une vérité simpliste. La tolérance porte en elle l'altérité qu'elle nourrit en permanence de ses complexions intellectuelles. Le fanatisme déporte hors de lui cette altérité pour mieux l'anéantir et la réduire. Rachitisme de l'esprit, il est d'abord une maladie du cœur qui ne peut aimer, qui ne peut s'ouvrir, qui ne peut embrasser. L'origine du mal est dans l'âme. Le feu qui consume l'intelligence part du corps, de cette mauvaise gymnastique, de ces faux mouvements qui se fixent et se figent en un rictus. Le fanatique empoigne, étreint, serre jusqu'à l'étouffement une misérable et dérisoire idée. Il se cramponne à elle comme le coquillage sur son rocher,
captant autour de lui la substance nutritive dont il se repaît. Mais la faim le guette. L'esprit s'atrophie et se meurt par cet appauvrissement de l'âme. Le corps se raidit, les muscles se tendent en une posture de plus en plus animale, de moins en moins vivante et humaine. À l'inverse, l'esprit démocrate doute. Il vibre, il frémit, il respire et échange avec ses abords en une salvatrice interaction. Il est de plus en plus incertain, changeant, indécis et attentif. Il connaît lui aussi ses passions. Lui aussi, il a ses emportements et ses errances. Les vents mauvais peuvent également le saisir et le forcer. Mais l'air passe et circule en lui. Ce souffle délétère le fait parfois trembler, mais non pas plier, encore moins ployer et se mouvoir. Car la tolérance donne prise à son contraire, sous peine de se renier elle-même. Telle est sa vertu suprême, telle est sa distinction. Telle est également sa limite. Car c'est par là que vient aujourd'hui la menace. Bloquer le mouvement des idées, figer l'air qui ne brasse plus assez une pensée trop tendue, tel est le risque auquel la crise citoyenne nous expose. La tentation du repos signerait pour l'esprit démocrate son arrêt de mort cérébrale. Puisse le fanatisme ne jamais avoir raison de ce mouvement perpétuel des idées. La passion de l'égalité. La société démocratique est animée en son sein par une puissante dynamique, par une force impétueuse qui provient des grands fonds. Cette passion qui conduit ses actes, qui agrège ses idées, qui échafaude ses arrêts et emporte ses décisions, c'est celle de l'égalité. Alexis de Tocqueville, le premier, l'avait identifiée en un discernement prophétique. Les peuples démocratiques aiment passionnément l'égalité. Et cet amour est dévorant, insatiable, déraisonnable. Ogre social, il génère d'autant plus d'égalisation des conditions qu'il en fait advenir une part conséquente déjà dans son organisation antérieure. Car le propre de cette passion réside d'abord dans sa nature cumulative. Plus dans une société donnée, les conditions sont égales entre les citoyens, plus le besoin d'un surcroît d'égalité se fait sentir ardemment. Le processus est donc sans fin. Une société égalitaire aspire à l'être davantage encore. Plus on a de droits, plus on en veut. La moindre iniquité de traitement ou de condition sera vécue comme un traitement insupportable à ce corps lissé par l'esprit de justice. D'où, en démocratie, les éruptions récurrentes des opinions contre des corruptions supposées ou réelles, contre des faveurs et des privilèges persistants, contre toute inégalité qui perdure et contrarie les vents démocrates. Mais qu'on ne s'y trompe pas, cette égalité tant chérie par les peuples n'est pas celle des situations effectives, des états matériellement constatés de misère ou de mal-être. Il y a et il y aura toujours en démocratie des inégalités de richesse entre les hommes, des niveaux de vie variables et des modes d'existence non équivalents. Et si cette dimension mobilise politiquement une partie des citoyens, cela ne lève pas pour autant une indignation généralisée, suffisamment à tout le moins pour la réduire à néant. Car le degré d'exigence de l'égalité consensuelle est plus bas, moins dans le constat réel que dans le principe, non pas dans les manières de vivre de chacun mais dans l'idée partagée. Cette égalité tant prisée, si essentielle aux yeux de tous, c'est l'égalité de conditions et non de situation. À mérite identique, à compétences équivalentes, tous les citoyens ont droit aux mêmes bénéfices, aux mêmes emplois, au même respect, au même mode de vie. La passion de l'égalité est passion d'une idée plutôt que d'une réalité, d'une vision globale de l'homme et non d'une représentation particulière de ce qu'il advient concrètement de lui. Oui, le peuple démocrate est ici idéologue. Il aime le principe davantage que l'homme réel. Son pragmatisme, pourtant central ailleurs, accorde ici son unique concession à une idée inaliénable et révérée partout. Et rien ne serait ainsi plus odieux à un peuple démocrate que la vision folle et déjà tentée d'un nivellement absolu des richesses. L'égalité, oui, mais à titre d'exigence et de règles communes plutôt que de réalité instituée par la force politique contre les libertés individuelles. L'insupportable pour tous réside dans le traitement préférentiel, dans l'arbitraire des attributions, dans les ségrégations et les favoritismes de tous ordres qui ont si cruellement sévi dans l'histoire, et que la République a pour mission de combattre au nom des peuples libérés. Ce qui est injuste, c'est donc potentiellement le critère de la sélection et non la sélection elle-même. La passion de l'égalité, ce n'est définitivement pas le communisme mais plutôt son contraire, le libéralisme qui instaure le primat de la liberté personnelle.
Chaque homme possède un droit égal et inaliénable à exercer cette liberté, à en assumer la responsabilité, à en tirer les bénéfices. Tout ce qui entrave, contrarie ou biaise l'exercice d'un tel droit est irrecevable juridiquement et insupportable politiquement. L'égalité ainsi comprise est bien la condition première de toute liberté authentique. La démocratie a pour fonction, dans l'idéal qui est le nôtre, de servir une société d'hommes libres en offrant à chaque citoyen les garanties qu'il puisse apprendre, créer, entreprendre, agir et penser en toute autonomie. Qu'il puisse conduire sa vie, globalement, sans subir de la part des pouvoirs institués comme de manière plus générale au sein du corps social, de parti pris ou de traitement de défaveur. La passion de l'égalité est donc une dynamique puissante qui meut les esprits et non les corps, qui anime la conscience vibrante d'une communauté de citoyens épris de leurs conditions et pénétrés d'un amour de l'équité. Le traumatisme de l'arbitraire, le joug ancestral des privilèges marque encore les cœurs d'un atavisme sourd. Cette angoisse d'une injustice si terriblement vécue, si cruellement présente et encore menaçante, persiste et dure au-delà des révolutions et des principes proclamés. Car la méfiance à l'égard des pouvoirs fait partie de notre transmission. Elle a trop longtemps été confirmée, trop souvent perduré dans l'histoire et la morne succession de ces régimes corrompus. La gangrène de l'autoritarisme, la contagion récurrente des favoritismes, le strabisme des privilèges et des népotismes politiques perdurent dans la récente évolution de nos régimes. La liberté est malaisée à s'imposer, toujours ballottée, incessamment animée de tentations et d'attractions néfastes. Face à ces mouvements de sourde connivence, à ces souterraines ententes derrière les arcanes d'un pouvoir opaque, la pression du peuple démocrate pèse de tout le poids de ses aspirations. Cette masse pesante est celle de l'égalité. Elle n'entend nulle dérogation, ne souffre aucun retour en arrière. Le temps des privilèges est inévitablement compté, même si leur persistance reste aujourd'hui encore indéniable. Mais la capacité d'une société à les tolérer est désormais nulle. Aucun arbitraire ne doit prévaloir entre les hommes et les femmes, entre les citoyens des villes et ceux des campagnes, entre les biens et les mal-nés. La voie de l'égalité porte alors sur de nouveaux droits, sur de nouveaux sujets. Ceux des animaux et de la récusation de leurs souffrances, ceux de la planète et de la nécessité d'un développement durable, ceux des homosexuels et de l'affirmation de leurs différences. Plus l'égalité est véritablement instituée dans une société d'hommes libres, plus fortes seront les revendications à élargir ses bases et à étayer ses avancées. Cette dynamique est irrépressible. Elle l'est en droit tout d'abord, tant elle imprime à la conception partagée de la justice sa vérité la plus forte. Le juste, c'est d'abord l'équitable, et nul ne doit en être exclu. Elle l'est de fait ensuite, tant la vague qui submerge aujourd'hui les démocraties est lourde de ses flots, chargée de son écume, porteuse de ses idées. Au-delà des doutes qui peuvent nous assaillir sur l'avenir incertain de nos régimes, souvenons-nous donc que les institutions si imparfaites qui sont les nôtres ne sont au final que l'épiphénomène d'une réalité plus profonde et plus puissante, moins artificielle, directement inscrite dans la chair et l'esprit des peuples démocrates. Avant d'être un régime politique historiquement advenu, la démocratie est la modalité existentielle de la condition humaine. Elle décrit la manière d'être un homme face à ses semblables, la posture globale de son humanité inscrite dans une existence partagée, l'identité fondamentale de son être au monde. Nous ne sommes que des locataires, disait ironiquement Aristote à l'adresse de tous ceux qui s'attachent trop aux richesses matérielles. Cette dépossession inaugurale d'une créature qui se sait mortelle, fixe métaphysiquement une valeur cardinale qui est celle de l'égalité. Parce que toute appropriation est seconde et fondamentalement secondaire, l'égalité doit être la règle absolue de toute forme de distribution des biens. La passion de l'égalité, si universellement et si justement comprise dans l'exigence démocratique, défend donc la valeur suprême de notre humanité et notre absolue capacité au progrès. Sur la misanthropie. Parmi toutes les cruautés que l'âge nous inflige, il en est une qui se distingue par le fait qu'elle porte en elle toutes les autres. Vieillir nous fait progressivement abandonner cette vision agissante sur les choses qui est celle des hommes encore jeunes, et qui tiennent leurs caractéristiques mentales et intellectuelles de cette aptitude même. Tout, l'âge surtout, est une question de regard. Et même encore actif, même encore en exercice, l'homme âgé se définit d'abord par cette manière de voir qui le place en spectateur plus qu'en acteur.
La vieillesse nous détache progressivement, nous distancie pernicieusement des tâches que nous accomplissons et des exigences que la société nous impose. L'homme jeune pêche généralement par excès d'anticipation, par présomption, par empressement et impétuosité qui l'incitent à gagner sur le temps, à manquer souvent ses fins par défaut de discernement et impréparation. C'est le propre de l'ambition que de pousser à brûler les étapes, enflammer les parcours d'une vie que l'on voudrait forcer pour son bonheur. Aller vite, faire vite, s'ouvrir pleinement le champ des possibles. Et aimer les autres, aimer la vie, aimer par principe les situations et les circonstances qui nous sont offertes, par optimisme de santé, par disposition de corps autant que d'esprit, par volontarisme et illusion confondues. Telle est la force de la jeunesse que d'aimer d'abord et beaucoup, tout est par conviction. C'est la fougue de l'action qui entraîne, de la volonté qui suit la gymnastique des passions. Tout est beau pour qui aime la beauté et se perçoit en elle, par elle, dans la plénitude d'un sentiment accompli d'existence. Être jeune, c'est connaître l'angoisse de ne pas satisfaire ses désirs, d'échouer dans ses aspirations, de ne pas rassasier son insatiable appétit de vivre. Tout autre est l'angoisse de l'homme âgé. Son plaisir est désormais un plaisir de spectateur. Son âme est par nécessité contemplative. Le Seigneur voit les autres comme il se voit lui-même, avec détachement et inquiétude mêlés, par conviction inavouable et dissimulée, comme afin de préparer l'inévitable dénouement d'une vie qu'il va falloir un jour abandonner. Notre physiologie nous prépare confusément à la mort. Et la mort sociale doit anticiper la mort physique. Cette mentalité-là implique un exercice spirituel que chacun accomplit sans y prendre garde, avec abandon et nonchalance, au travers de ses renoncements impensés et de ses gestes progressivement affaissés. L'esprit suit le corps en un muet renoncement, en une tacite résignation à l'envahissante nécessité. Le courant des pensées prend le pas du souffle vital qui s'amenuise et se recentre. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.